Tu vas l'avoir combien? Tu vas l'avoir. La question c'est de savoir combien tu vas l'avoir et je suppose que sans doute que tu veux négocier à la baisse parce que tu veux faire un bon achat. Et tu vois, la négociation, c'est pas vraiment une science, c'est un art. Mais ce que j'ai constaté en parlant à beaucoup de gens qui investissent souvent en immobilier, qui font beaucoup de transactions, c'est qu'il y a des points communs qui reviennent. Dans cette vidéo, je vais te partager une dizaine de techniques, de choses que j'ai vues et que j'applique moi-même pour réussir à négocier mes offres d'achat en immobilier. Mais si tu ne me connais pas, je m'appelle Uriel, je suis conseiller en immobilier. Bienvenue sur ma chaîne. Pour commencer, on va s'occuper de tout ce qui est house cleaning. Commence d'abord par t'abonner à ma chaîne si tu es nouveau. À smash le bouton like pour que cette vidéo soit mieux référencée sur YouTube pour toucher un maximum de personnes. Et reste bien jusqu'à la fin. J'ai une petite dernière technique que je vais partager à la fin qui est vraiment très technique, mais qui honnêtement m'a beaucoup servi à présent dans toutes mes négociations. C'est parti. Tout d'abord, si tu veux négocier en immobilier, donc tu veux un bien affiché à 500 000 ou à 400 000, tu veux l'acheter un peu moins cher, tu veux négocier le prix à la baisse. Il faut d'abord avant d'entrer dans la négociation, que tu comprennes le contexte dans lequel tu te situes. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es sur un marché où est-ce qu'un vendeur a 10 acheteurs devant lui, on s'entend qu'il sera moins enclin à négocier avec toi. Par contre, si un vendeur a très peu d'acheteurs, ça fait très longtemps que le bien est sur le marché, il commence psychologiquement à habiter. Est-ce qu'il va se vendre? Est-ce que ça va se vendre? Là, tu peux entrer dedans comme un chien et c'est vraiment de casser le prix. Mais ce que je te dirais, c'est qu'avant même de commencer à penser à négocier, il faut que tu comprennes le contexte dans lequel tu te situes. Est-ce que tu es dans un marché qui est plus à la faveur des vendeurs, un marché où est-ce qu'un vendeur a beaucoup de choix? Ou bien est-ce que tu es plutôt dans un marché qui est à la faveur des acheteurs, parce qu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs sur le marché. Donc, comprendre la dynamique des marchés, c'est vraiment la première étape. Avant de pouvoir commencer à parler de chiffres, de techniques, de négo, c'est vraiment de comprendre le marché dans lequel tu te situes. Ensuite, toujours dans cette logique de comprendre la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois essayer de comprendre si tu es dans une situation de négociation one-to-one, donc un à un, toi et le vendeur, ou est-ce que tu es dans une situation où est-ce que le vendeur a d'autres options. Et pourquoi c'est clé? C'est parce que on s'entend, on va se le dire, si le vendeur est, même si c'est pas une situation où est-ce que le vendeur a beaucoup d'offres, mais que derrière il a 2 ou 3 personnes qui parlent avec lui, que ce soit d'autres acheteurs, ou même des fois, moi j'achète beaucoup des biens qui ne sont pas affichés sur le marché parce que j'ai des stratégies de prospection. Si c'est quelque chose qui t'intéresse d'ailleurs, la prospection, tu trouveras dans les commentaires, dans la description, un lien vers un atelier de prospection que j'ai organisé où est-ce que, avec mon pote Axel, pendant à peu près 2 heures, on a partagé toutes nos techniques de prospection. Digresse, revenons au sujet. Donc, si tu es en train de prospecter, par exemple, un vendeur, puis c'est mon cas actuellement, il y a un vendeur à qui je parle, qui vend dans 14 logements dans la ville de Sherbrooke, qui est où est-ce que j'investis beaucoup. Au début, je pensais que j'étais en one-on-one avec lui, jusqu'au moment où est-ce qu'il m'a dit, puis au passage, je pense à donner à un courtier. Donc là, c'est pas d'autres acheteurs, ma compétition, mais c'est d'autres courtiers. Donc, non seulement il faut que tu comprennes dans quel type de marché tu es, mais tu dois aussi comprendre c'est qui les joueurs, les stakeholders, les différentes personnes qui sont impliquées dans la transaction. Parce que si tu es en train de négocier avec un vendeur que derrière il y a d'autres acheteurs ou d'autres courtiers qui veulent lister le bien, en fait, en réalité, tu es en compétition avec toutes ces personnes-là. Et comprendre cette dynamique-là va t'aider à mieux te positionner vis-à-vis du vendeur. Si c'est un vendeur où est-ce que tu es seul avec lui, tu es la seule personne à qui il parle, tu peux te permettre d'essayer de gratter le prix vers le bas. Si c'est un vendeur qui parle avec d'autres personnes, à ce moment-là, il faut que tu t'assures de soit, si tu veux jouer sur le prix, de lui donner des conditions tellement intéressantes qu'il n'ira pas voir ailleurs, ou bien de ne pas jouer sur le prix a priori pour commencer, mais de revenir par la suite après. Je t'en parlerai à la fin de cette technique par la suite. Donc voilà, une fois que tu as compris la dynamique dans laquelle tu es, on va entrer dans le vif du sujet de la négociation. Si tu veux négocier un bien en immobilier, il faut que tu maîtrises ton affaire. Tu n'iras pas voir un vendeur en lui disant « Je me suis levé, ce bien, il vaut 500 000. » Tu l'as affiché à 500 000, peut-être qu'il vaut 400 000, mais moi, je vais en mettre 200 000. Non, le but d'une négociation, c'est de montrer au vendeur un autre aspect de la situation, de lui montrer l'envers du décor en lui disant « J'entends ce que tu dis, je comprends pourquoi ce prix-là, tu l'as mis à ce niveau-là. Par contre, regarde aussi les choses sous un autre angle qui est celui-ci. » Mais ce temps-là, il faut que tu puisses l'expliquer. Et souvent, ce que j'aime faire, par exemple, c'est de dire, moi, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Upkeep.io où tu peux vraiment aller voir à combien ça se vend au pied carré, à combien ça se vend au mètre carré, à combien les biens se vendent dans le secteur, à combien ça se vend quand tu es dans le multi-logement, par exemple, à combien ça se vend au prix par porte, le coût par logement, ou bien à combien ça se vend
le prix en fonction des revenus, bah, c'est de lui montrer, en lui faisant une analyse au vendeur, en lui disant, regarde, j'entends ton point, ton bien vaut sans doute le prix que tu en demandes, mais ici on regardait sous cet angle-ci, où est-ce que je pense que voici ce qu'il vaut, mais à cause de tel élément. Il faut que tu dois pouvoir expliquer ton prix. Ça ne peut pas être juste un ouais, je veux l'acheter à tel prix, il va juste envoyer chier. Surtout que il y a un aspect qu'on néglige beaucoup dans une négo, et ça c'est un point qui ressort beaucoup de discussions avec beaucoup d'investisseurs, c'est qu'il y a un gros aspect émotionnel. Même quand tu es dans du multilogement, quand tu vends un bâtiment où c'est des revenus, le propriétaire il a jamais habité sur place, il y a quand même un gros côté émotionnel. Imagine-toi, le petit vieux, il est arrivé au Canada il y a 20 ans, il y a 40 ans, il a travaillé toute sa vie, il s'est acheté un bâtiment tous les 2 ans, tous les 3 ans, il voulait le léguer à sa famille, à ses enfants, puis là ses enfants lui disent non, on ne veut pas de ta merde parce qu'on ne veut pas gérer les locataires. Donc déjà, tu sais, il a déjà une douleur de devoir se séparer de ce bien-là, parce que il voulait transmettre à ses enfants, mais eux, ils n'en veulent pas. Donc, c'est déjà un peu une sorte de douleur, de rejet à ce niveau-là. Et toi, tu viens, tu lui jettes à la figure que tu me payes moitié prix. Ça ne marchera pas. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est d'abord avoir beaucoup d'empathie, comprendre où est-ce qu'il vient, comprendre pourquoi il veut vendre, et essayer de l'accompagner dans la transaction et de lui offrir une perspective qui est différente de la sienne en lui montrant un prix, mais en étant en mesure d'expliquer comment est-ce que tu es arrivé à ce prix-là. Les techniques de on fait une offre à 100 000 en dessous, là, ça marche plus aujourd'hui. Donc, c'est vraiment comprendre d'où vient le vendeur, avoir de l'empathie avec le vendeur et lui présenter les choses sous un angle qui est différent du sien, mais qui va venir derrière supporter le prix que tu lui proposes. Ensuite, toujours dans cette logique d'empathie, de compréhension du vendeur, je pense qu'il faut être en mesure, moi c'est une règle de vie quand je négocie ou dans la vie de tous les jours, je pense qu'il faut être en mesure de donner pour recevoir. Un vendeur qui veut vendre un bien par exemple à 600 000, tu veux acheter à 550 000, est-ce que tu es en mesure de lui donner quelque chose? Parce qu'à la fin de la journée, une vente en immobilier, c'est un échange. Je parle souvent de ma méthode free, qui est vraiment le financement, la recherche, l'échange et l'entretien. Échange étant la transaction, donc quand tu achètes un bien, il faut que tu sois en mesure de lui donner quelque chose. Et souvent, les débutants pensent que la seule monnaie d'échange dans une transaction en immobilier, c'est le prix. Oui, le prix est important, parce qu'à la fin de la journée, c'est pour ça qu'il met en vente. Mais il y a d'autres monnaies d'échange que tu peux utiliser, comme la rapidité, par exemple. Est-ce que tu es en mesure de lui dire combien je vais l'acheter? Peut-être, tu veux le vendre à 600 000. Mon intention est de te faire une offre à 550 000. Par contre, ce que je te donne en échange, c'est une transaction rapide. Par contre, ce que je donne en échange, c'est te donner un dépôt qui te montre le sérieux de mon offre. Par contre, ce que je te donne en échange, c'est le fait que je vais, par exemple, on va acheter le bien, tu vas me le vendre cette année, mais on va le mettre sur la transaction, on va la conclure l'année prochaine pour que toi, tu puisses économiser en impôt, par exemple, parce que tu as déjà vendu un bien cette année. Donc, c'est toujours essayer de comprendre pourquoi le gars veut vendre, puis essayer de lui proposer des solutions et lui donner quelque chose en échange. C'est vraiment du donnant-donnant. Donc, si on veut recevoir, il faut donner. Puis moi, c'est vraiment ça ma philosophie dans la vie. Et si tu es en mesure de lui montrer une autre monnaie d'échange que le prix, que l'argent, ben là, tu vas pouvoir établir une relation d'échange avec lui qui, elle, va te permettre derrière de pouvoir potentiellement faire passer ta négociation. Ensuite, toujours dans cette notion, puis on est beaucoup sur de l'humain, on est beaucoup sur de la compréhension de la personne en face. La négociation, moi, je la vois comme étant un peu une danse. Tu regardes un peu dans la nature, un mâle, une femelle, ils se tournent autour, un peu non au début, un peu oui au début, ensuite. Il y a toute une danse qui se fait, c'est parce que... Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai vu des gens qui ont voulu faire des négociations avec des vendeurs en disant un bien fraîchement affiché sur le marché. J'avais une personne avec qui je travaillais à l'époque, elle voulait faire une offre d'achat en disant on va faire une offre 50 000 en dessous. Je dis, commence par danser avec le vendeur. Le vendeur, il te connaît pas. Il ne sait pas d'où tu viens, il ne sait pas si tu es sérieux, il ne sait pas si tu es capable de closer la transaction. Commence par danser avec lui. Fais-lui une offre qui est raisonnable, tout proche de son prix. Une fois qu'il a accepté, là, il vient de monter sur toi avec la piste de danse. Et là, on peut danser avec lui. Et danser avec lui, c'est par exemple, on va faire une inspection parce qu'on va trouver tellement de merde sur le bâtiment qu'on va casser le prix par la suite. Mais au moins, émotionnellement, il est déjà engagé avec toi. Mais si c'est un vendeur à qui tu n'as jamais parlé, tu as juste envoyé une offre d'achat en disant « bam, on va réduire le prix », il sera moins enclin à t'écouter que si c'est un vendeur à qui tu as fait une offre, il a accepté l'offre. Et une offre est toujours renégociable, by the way. Il n'y a aucune offre qui est coulée dans le béton. Tu lui fais l'offre, il a accepté l'offre, tu es allé sur place, il t'a rencontré, tu lui as serré la main, vous avez échangé 2-3 blagues,
Là, il sait qu'il a un humain en face, il a un visage en face avec qui il va y avoir une sorte d'attachement émotionnel qui va ancrer la conversation. Alors que si c'est juste quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé, que tu l'envoies en disant « bam, baisse-le-moi 200 000 », c'est pas la bonne façon de procéder. Non, danse avec le vendeur, monte sur la piste de danse avec lui, et ensuite maintenant on peut commencer à mettre en place des techniques un peu plus avancées, comme par exemple, on fait une inspection, on demande une expertise, le financement. Il y a tellement d'occasions de renégocier une offre d'achat par la suite, mais déjà comme on dit, tu veux mettre le pied dans la porte. Tu veux entrer sur la piste de danse avec le vendeur et ensuite commencer à danser. Mais essayer de lui mettre une claque dès le départ en disant « Tiens, voici mon offre, baisse-la, sinon je passe à autre chose ». Je pense qu'on appelait ça à l'époque les offres shotgun. C'est où est-ce qu'on tire, un peu sur tout ce qui bouge. Ça marche pas forcément bien. Moi, la manière dont j'aime bien voir l'immobilier, c'est plutôt que je quadrille un secteur, je maîtrise un secteur. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo dans laquelle je t'explique l'importance de maîtriser un secteur. Et tu trouveras la description quelque part par là. Et une fois que tu as fait ça, ce que tu peux faire ensuite, c'est là maintenant aller au sniper. Vraiment sniper. Tirer de façon précise. Mais les trucs où est-ce qu'on tire dans la masse, là, c'est pas forcément ce qui apporte le plus de résultats. Donc, monte sur la piste de danse, commence à danser avec lui, crée la connexion émotionnelle, la connexion humaine, et ensuite tu pourras maintenant parler de baisse de prix ou de changement de condition, mais le faire sans jamais être entré dedans, c'est pas forcément la meilleure façon de fonctionner. Ensuite, toujours dans cette logique, puis j'en ai un peu parlé tantôt, c'est de comprendre pourquoi le vendeur veut vendre. Si le vendeur te dit si tu sais pas pourquoi il veut vendre, si supposons il veut vendre parce que il est en train de construire un bâtiment à côté, il a besoin d'argent. J'ai un vendeur actuellement avec qui je discute. Il est en train de construire un 22 logements à côté d'un 14 logements qu'il a actuellement. Et clairement, la raison pour laquelle il veut vendre, c'est parce qu'il veut vendre ce 14 logements-là pour pouvoir financer la construction du 22 logements qui est à côté. On s'entend qu'un vendeur comme ça, il a besoin de cash. Si tu commences à vouloir faire traîner la transaction, à lui demander des balances de prix de vente, il va t'envoyer chier. Il a besoin de cash. Tu réponds pas à son besoin. Par contre, si tu es en mesure de lui dire, hey, écoute, que dirais-tu par exemple si je te prêtais de l'argent à un taux bas pour ta construction, par contre tu me vends le bien à un prix qui est beaucoup plus bas. Donc ça veut dire forcément de mettre un peu plus d'argent sur la table, mais là où c'est intéressant la proposition que tu viens de nous faire, c'est que le bien il veut le vendre à 1 400 000, tu dis regarde, moi je pense que ton bien il vaut 1 200 000, d'accord? Ce que je propose de faire, tu veux le vendre à 1 250 000 ou 1 300 000, par contre je vais te prêter à 200 000, le taux du marché est à 5%. Bah, je vais te le prêter par exemple à 4%, si tu l'as bien sûr. Là, tu viens de lui offrir une solution à son problème. Et là, il va être prêt à t'écouter versus le Joe Blow qui passe en arrière en disant « je te fais une offre à 1.2 ». Donc, c'est vraiment essayer de comprendre pourquoi les gens veulent vendre. Parce qu'une fois que tu as compris pourquoi ils veulent vendre, tu es en mesure d'apporter des solutions à leurs problèmes. Et parce que tu apportes des solutions à leurs problèmes, là, tu vas pouvoir jouer sur le prix. En immobilier, on dit souvent, c'est mon pote Axel aime souvent dire que je suis 100% d'accord avec lui, tu crées de la valeur en immobilier en résolvant des problèmes. Si tu ne règles pas de problème, tu ne feras pas d'argent. La transaction toute belle, où est-ce que tu viens, tu signes, tu t'en vas, c'est une transaction, est-ce que tu ne crées pas de la valeur? Sauf si tu payes cash, bien sûr. Donc, il faut que tu règles un problème. Et c'est encore mieux si tu es en mesure de régler le problème du vendeur. Là, tu vas être dans une situation où est-ce que tu vas pouvoir vraiment générer de la valeur pour le vendeur, il va vouloir en générer un échange pour toi, et là, tu vas pouvoir travailler sur le prix. Et tu vois, tout ce que je te dis là, et ça va vers mon prochain point, le but, c'est que dans cette transaction-là, que tout le monde soit gagnant. Et si tu fais une transaction, est-ce que tu veux un peu à la Donald Trump, est-ce que tu écrases la partie adverse, bah, tu peux en faire une fois de temps en temps, mais tu ne veux pas créer des relations tangibles et durables avec des gens. Est-ce qu'oublie pas, hein? Les vendeurs, en général, ils ont beaucoup de bâtiments. Ils n'en ont pas un seul. Donc, si tu as envie de faire une belle transaction aujourd'hui avec un vendeur, ce que ça va faire, c'est que la prochaine fois qu'il va vouloir vendre un bâtiment, qui est-ce que tu penses qu'il va appeler en premier? Sans doute toi. Et donc là, tu te retrouves dans une situation de one-on-one. Rappelle le point dont je t'ai parlé au début. Est-ce que c'est un contexte où est-ce que le vendeur a plusieurs acheteurs ou un seul? Là, tu es dans une situation de one-on-one où est-ce que le vendeur, finalement, parce qu'il a aimé travailler avec toi la première fois, il va vouloir retravailler avec toi à nouveau. Et là, tu n'es pas en compétition avec plein de monde, donc là, il n'y a pas de surenchère. Donc, de facto, tu viens d'acheter un bien qui potentiellement t'aurait coûté beaucoup plus cher si tu n'avais pas créé cette relation-là. Donc, assure-toi toujours de faire une transaction où est-ce que la partie en face gagne quelque chose, ou est-ce que bien sûr tu gagnes quelque chose. Et encore une fois, comme je te l'ai dit au début, la monnaie d'échange n'est pas toujours l'argent, le prix d'achat. Il y a plein d'autres monnaies d'échange. Ça peut être de dire par exemple que tu sais quoi, je te fais une offre d'achat aujourd'hui sur ce bâtiment-là. Tu veux le vendre à 1 400 000, je veux l'acheter à 1 200 000, je
fais une offre à 1,350 000 qui est très proche de ce que tu veux. Par contre, on intègre dans la conversation tout de suite le deuxième bâtiment que tu veux vendre. Donc là, tu es en train d'acheter 2 bâtiments au lieu d'en acheter un. On signe tout de suite une offre d'achat pour le deuxième bâtiment et on passe chez le notaire l'année prochaine. Qu'est-ce que ça fait en fait en gros ce que tu es en train de faire là? Tu es en train d'acheter un bâtiment cette année, au prix de cette année, que tu vas closer l'année prochaine. J'ai acheté un bâtiment, un 6 logements, de chez quelqu'un qui l'avait acheté au mois de mars 2020. J'ai commencé à discuter avec elle. Elle l'avait acheté, mais elle n'a pas closé. Et j'ai racheté le bâtiment chez elle. Après, on a commencé les conversations au mois de septembre. Mais on est passé chez le notaire en février 2021. Mais du coup, j'ai acheté un bâtiment en février 2021 au prix du marché de février 2020. Et ce que ça veut dire, c'est que j'ai gagné 1 an de prise de valeur. Le marché a pris à peu près 15 ou 20% cette année-là. Donc, de facto, je viens de faire une bonne affaire parce que j'ai acheté un bien aujourd'hui pour demain. C'est la même chose que tu peux faire avec le vendeur. Est-ce que tu peux lui proposer de dire, par exemple, ton prix est un peu élevé, je suis OK de le faire. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aussi me vendre le deuxième bâtiment qui est à côté ou celui que tu prévoyais de vendre l'année prochaine. Donc, encore une fois, c'est toujours une logique d'avoir une transaction qui est gagnante-gagnante. Il n'y a que comme ça que tu crées des relations qui sont durables et qui vont être très profitables sur le long terme. J'ai un petit dernier élément à te donner, puis celui-ci, il est... En fait, c'est la clé quand on parle de science ou d'art en négociation. C'est la clé de voûte de la négociation. Autant tu dois avoir de l'empathie par rapport au vendeur, autant tu dois avoir zéro émotion vis-à-vis de la transaction. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu passes à la suivante. Il ne faut pas que tu tombes amoureux de tes transactions ou de bâtiments. On est en business, on est là pour faire du cash. Tu dois être en amour avec les gens avec lesquels tu travailles. Tu dois créer des relations, tu dois créer une connexion humaine avec les gens avec lesquels tu transiges. Mais au niveau de la transaction en elle-même, tu dois y avoir zéro émotion. Tu dois surtout pas montrer que tu es pressé. Parce que la seconde où tu vas faire ça, un vendeur, il est pas bête, il va vouloir en tirer profit. Donc, très important de ne jamais montrer des émotions vis-à-vis de la transaction. Mais tu dois quand même avoir beaucoup d'émotions et tu veux engager les gens émotionnellement vis-à-vis de la personne, du vendeur. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je vais te partager aujourd'hui. Je vais te demander 2 choses avant que tu t'en ailles. J'organise une masterclass ce dimanche dans laquelle je parle en long et en large de mes techniques de négociation, mais aussi de la méthode free. Donc vraiment le financement, la recherche, l'échange et l'entretien. C'est ce qui m'a permis de monter un parti immobilier et de multiplier les transactions. Je t'invite vraiment à t'inscrire. Tu trouveras le lien dans la description. La masterclass a lieu ce dimanche. Alors inscris-toi. Deuxièmement, pense à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Je partage souvent du contenu comme ça, entièrement gratuitement. Et troisièmement, mets-moi dans les commentaires quelle est la morale, la chose que tu as retenue de cette vidéo que tu mettras en application lors de ta prochaine négociation. Et sinon, je te dis à une prochaine. Salut!